vais me dessiner. Moi, quand je t'avais toi, dans mon ventre. D'accord. Mais tu te rappelles que je savais pas que t'étais là à un moment, tu te souviens? Oui, mais Je tu t'en avais gardes un parlé. bébé pendant au moins combien de temps? Normalement, dans les grossesses qui se passent bien, Oui. normalement, un bébé, on l'a dans le ventre pendant 9 mois. D'accord, Alors donc moi, je l'avais. J'ai eu un bébé dans mon ventre pendant 9 mois, sauf que je savais pas. Et c'était qui ce bébé? moi. Voilà. Mais pourquoi tu savais pas? Parce que t'as le temps de le savoir quand même. Mais c'est vrai. Mais en fait, ça nous est déjà Mais arrivé ton d'en ventre parler. il grossit pas, du coup tu sais rien. Bah, c'est ça. C'est la tête, en fait. Neuf mois de grossesse, c'est le temps qu'il faut à chaque femme pour aller à la rencontre de son bébé et de sa nouvelle identité de mère. Mais il arrive que certaines femmes soient privées de ce long et précieux cheminement. Tout au long de leur grossesse, elles n'ont jamais su, jamais senti, jamais même imaginé qu'un bébé se développait dans leur ventre. Yeah. On parle alors de déni de grossesse. En France, on estime que plus de 3000 femmes en sont victimes chaque année. Et pour ces femmes, la révélation de leur état est un choc terrible. Comment affrontent-elles cette réalité? Comment peuvent-elles reconnaître un enfant venu au monde à leur corps défendant? Ces femmes ne sont pas des folles. Ces femmes ne sont pas des menteuses. Ces femmes souffrent d'un symptôme qui les empêche de sentir la vie qui se développe en elles. Chaque histoire de déni de grossesse est une histoire singulière, toujours sidérante, toujours bouleversante. Lise, Alizée, Gaëlle et Laetitia parlent avec courage de cette démonstration spectaculaire de l'esprit qui reste aujourd'hui l'une des plus grandes énigmes pour la science. Ce phénomène nous parle du corps des femmes, des tabous qui l'entourent et de la maternité. Un bébé, ça surgit pas comme ça nulle part. Un bébé, c'est 9 mois, un bébé, c'est du petit à petit. C'est pas après pas, un bébé, ça se prépare, voilà. Un bébé, c'est quelque chose d'important dans une vie. Une grossesse, c'est long, et c'est pas pour rien, je pense. À cette époque, Laetitia est mère de 2 enfants. Elle a aimé être enceinte. À chaque fois, c'est avec joie qu'elle a senti bouger son bébé et vu son ventre s'arrondir. Mais lors de sa 3e grossesse, qui sera l'objet du déni, elle ne ressent qu'un malaise diffus. Je sentais que ça allait très mal, oui. Je sentais que ça allait très très mal. Mais après, qu'est-ce qui se passait? Non. Mettre vraiment le doigt sur ça, non. C'était loin de m'imaginer que j'étais enceinte, quoi. Je dis pas j'ai fait un déni de grossesse où je l'ai su 10 heures avant, je disais j'ai pas eu de grossesse. C'est vrai que c'était une non-grossesse. C'était pas... pour moi, j'en ai pas eu. C'est vraiment très différent de penser que j'en ai une et que je le savais pas. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir des maux de ventre. J'ai eu quelques vomissements et des prémices, mais comme à l'époque, je devais déménager, je quittais mon appartement où j'avais vécu une autre partie de vie, j'étais en train de construire une autre page. Et pour moi, ces symptômes, c'était un autre lancement dans la vie, du coup ça fait peur, du coup je considérais que c'était peut-être du stress par rapport à tout ça. Et puis concrètement, j'ai été voir plusieurs fois mon médecin traitant à l'époque, et lui,
il m'expliquait qu'effectivement, je devais avoir des angoisses et que c'était normal d'être dans un stress d'une nouvelle vie, en fait. Pour Lise, c'est bien une nouvelle vie qui s'annonce. Une nouvelle vie bien loin de celle qu'elle imagine. Dans son ventre, comme dans celui de Laetitia, un bébé a pris place dans le plus grand des silences. Lise et Laetitia ont toujours ignoré leur état de grossesse, mais chacune a éprouvé tout au long de ces mois une très grande détresse. Et l'une, comme l'autre, elles se sont tournées vers le corps médical, cherchant là une réponse qui n'est jamais venue. Le jour de mon déménagement, j'ai eu des maux de ventre assez violents, des pertes de sang avec des caillots. Donc je suis allée aux urgences d'un village à côté de chez moi. Et arrivée là-bas, on ne m'a pas spécialement examinée. On m'a pris la tension. On m'a demandé d'expliquer ce qui m'arrivait. Donc j'ai expliqué ce qui m'arrivait. Et le médecin ne m'a même pas déshabillée ni quoi que ce soit. Elle m'a regardée et elle m'a dit « Vous avez fait une fausse couche, certainement précoce, donc rentrez chez vous, reposez-vous. » Et elle m'a noté du Doliprane, voilà. Laetitia est alors enceinte de plus de 6 mois. Le médecin ne voit rien. Pire encore, en évoquant une fausse couche, il élimine toute possibilité pour elle d'imaginer qu'elle attend un enfant. Il y a non seulement le déni de la mère, mais de son entourage, et il faut parler aussi du déni des professionnels, et notamment des professionnels qui rencontrent ces mères aux urgences pendant les grossesses et qui, sans doute contaminés de façon inconsciente, ne pensent pas à faire des examens complémentaires qui s'imposeraient. C'est un vrai défi de la médecine, finalement. On pourrait se dire, quand même, c'est simple. Mais non. Ils font des diagnostics ahurissants de gastro-entérite aiguë, de gros kystes de l'ovaire. Et on en arrive aux urgences à tendre un bassin à une dame qui a une gastro-entérite spasmodique. Et puis on voit un pied qui sort entre ses jambes, voilà. Le processus de l'ignorance de grossesse, il est d'une puissance inouïe. C'est la force de l'inconscient, c'est-à-dire que non seulement elle n'a pas de signes positifs classiques, les nausées, les seins tendus, mais en plus, elle a des signes qui viennent dire « Surtout, ne venez pas penser que je suis enceinte ». Ce qu'il se passe réellement dans le corps de ces femmes reste un mystère, tant pour elles que pour les médecins. Le déni, cette ruse de l'esprit, empêche le corps de parler. Le déni, c'est un voile opaque posé sur la réalité. Selon les médecins, une femme qui ne prend pas conscience de sa grossesse dans les 3 premiers mois souffre d'un déni. Mais ce phénomène que l'on nomme aussi ignorance de grossesse peut durer jusqu'à l'accouchement. C'est l'histoire de Lise. J'avais pris un jour de repos et ce jour-là, ma sœur commence à travailler, donc je lui dis « Viens, l'heure du midi, je vais te faire à manger ». Et quand elle est arrivée, c'est vrai que j'arrêtais pas de lui dire « Écoute, moi, tous les 11 minutes, j'ai un truc qui me travaille, quoi. J'ai un truc qui me fait mal au ventre. Il doit y avoir quelque chose, je dois avoir une maladie, je dois avoir... Enfin, en gros, il y a quelque chose qui se décompose en moi. Enfin, je sens que il y a quelque chose à l'intérieur de moi. J'ai mal. Et donc, j'ai été voir un nouveau médecin. Et comme j'avais des saignements, il dit peut-être une grossesse hors utérus. Il imagine que je suis enceinte de quelques semaines, 15 jours, 3 semaines maximum. Et pour lui, c'est une grossesse non viable. Alors, quand je suis arrivée aux urgences, la prise de sang, elle tombe et ils me disent vous êtes enceinte. Et cette sage-femme qui va faire l'échographie, son regard, je pense qu'il sera toujours dans ma mémoire, c'est-à-dire, voilà, elle a bloqué pendant, je dirais, une bonne minute. Et
Et en fait, elle m'a regardée et elle a rien dit, elle a tourné la télé. Et j'ai vu un fœtus, même pas un fœtus, vraiment un bébé bien constitué avec ses pieds, ses bras, sa tête, son nez. Et moi, je lui ai dit non, mais vous savez, moi, on m'a dit c'est hors utérus, on va l'enlever, il faut pas me faire mal au cœur. Il faut pas que je vois ça. Ça va être peut-être dur pour moi, je veux pas mal le vivre après derrière. Et elle me dit non, mais madame, c'est une petite fille. Du coup, elle me regarde et je pense qu'elle comprend vraiment que je comprends pas. L'annonce est brutale. Lise est littéralement sidérée. Et cet état de sidération l'empêche de comprendre ce qui lui est dit. En l'espace d'un instant, il lui faut admettre qu'un bébé va venir au monde et qu'ainsi, elle va devenir mère. Mais n'importe quel esprit humain a besoin de temps pour surmonter un tel choc. Quand la responsable arrive, elle dit juste on va l'installer dans un monitoring. Et là, je lui dis ah non, moi je rentre chez moi. Je dis parce que moi, demain je travaille, il est 22h30, je vais prendre mon dernier tramway parce qu'en plus je suis fatiguée en ce moment, donc non, moi je rentre chez moi. Et là, elle me regarde et ah ben non madame, parce que là vous êtes en train d'accoucher. Une longue nuit commence pour Lise. Une nuit de contraction, une nuit de travail, mais aussi une nuit de solitude. Lise vit seule et n'a pas de compagnon à ses côtés. Ce bébé qui va naître n'aura pas de papa pour l'accueillir. Cette longue nuit protège Lise de la réalité. Toute cette nuit où la sage-femme m'accompagne, vient me voir, surveille, elle veut que je réalise. Et donc, quelque part, réaliser, c'était donner un prénom à cet enfant. Et donc, à chaque fois, elle me tanne pour que je trouve un prénom. Et elle me dit, comment vous allez l'appeler, donc cette petite fille ? Et moi, je lui répétais, oui, mais s'il n'y a pas. Et c'est vrai que je répétais un peu en boucle. À mon avis, il n'est pas viable. Dans son esprit, il est absolument impossible qu'un bébé vivant vienne au monde. Mais le lever du jour la sort de sa torpeur et la confronte à la réalité. Au petit matin, son cœur et celui de l'enfant se mettent à ralentir. L'équipe médicale décide de pratiquer une césarienne. Cette sage-femme, elle m'a dit « Vous avez senti ?» Et j'ai dit oui, comme si j'avais 4 kilos de livres sur le ventre et qu'on me les avait enlevés, en fait. Je ne me rendais pas compte. Et elle me dit « Il est né ». Et elle me regarde et elle me dit « Je suis désolée, c'est pas une petite fille, c'est un petit garçon. » Et je lui ai dit « C'est pas grave, j'ai pas le temps de m'habituer, donc entre guillemets, on s'en fout. » Je pense qu'une fois que je l'ai vu, c'était tellement concret. Je pouvais plus me dire qu'il n'était pas là, qu'il allait pas être viable. Là, il était là. Un bébé qui vient au monde a besoin que le monde autour de lui soit prêt à l'accueillir. Lise ne réalise pas encore tout ce que cette naissance implique comme changement. Pour l'accompagner dans ce moment si singulier, elle a besoin de ses proches. À un moment donné, j'ai quand même appelé ma sœur. Et quand elle arrive à la maternité, là, la réalisation, elle va être plus que brutale. Parce que quand elle voit Bastien, pour elle, tout de suite, c'est « t'es maman ». Et elle va le répéter. Et
Et à chaque fois qu'elle le dit, c'est une grosse montée d'angoisse. Et c'est vraiment là que je me rends compte, en fait, que j'avais même pas compris que j'étais devenue maman depuis ce matin, 9h du matin, et que c'est à 18h, quand elle le dit. Je dis, ah oui, c'est vrai, je suis maman. Et là, pour le coup, là, je me mets à pleurer. Là, vraiment, pour le coup, j'ai des larmes chaudes qui coulent et là, c'est dur. La sortie du déni ne peut pas se faire comme ça, en un instant. Ça doit paraître complètement fou de ne pas se penser enceinte, à tout à coup imaginer d'accoucher d'un bébé. On peut comprendre qu'un bébé qui n'a pas existé psychiquement pendant la grossesse est quand même un étranger au moment de son arrivée et que le travail d'anticipation qui aide à la rencontre est quand même amputé sérieusement. C'est une véritable effraction corporelle et psychique. C'est cette effraction qui plonge ces femmes qui accouchent dans ces circonstances terribles dans un état de sidération. Seules, elles ne peuvent ni voir ni comprendre qu'elles ont mis au monde un être vivant, un enfant, leur enfant. La première chose que ma sœur veut faire, après me l'avoir annoncé quelque part, c'est l'annoncer à tout le monde. Et moi, j'arrive pas à me dire ah oui, c'est vrai, faut le dire. Oh, laisse-moi 5 minutes, j'ai pas envie de le dire tout de suite. Laisse-moi encore un peu dans ma bulle. Et elle me dit non, c'est pas possible. Un enfant, enfin, t'imagines, c'est énorme. Imagine papa, maman, enfin voilà. En fait, quand ma sœur est rentrée dans cette pièce, quelque part, Bastien, il est rentré dans la famille. Si je m'étais retrouvée cette nuit-là à accoucher seule chez moi, est-ce que je me serais rendu compte que c'était un bébé? Est-ce que tout de suite j'aurais capté? Je sais que c'est une telle aberration. Est-ce qu'on se rend compte? Est-ce qu'on se rend pas compte? On ne peut pas savoir. Mais je sais, il fait froid. Après la naissance de l'enfant, ces femmes sont l'objet d'une surveillance particulière dans les maternités. Le personnel soignant doit s'assurer que le lien entre la mère et le bébé soit le plus harmonieux possible. Lise est restée 10 jours à l'hôpital, sous le regard discret des médecins. La pédiatre m'a dit, mais vous savez qu'on vous a observé, qu'on vous a beaucoup regardé et qu'effectivement, vous êtes largement apte à être maman. Et elle m'a surtout dit, dites-vous qu'il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour lui. Et ce mot-là, quand elle me l'a dit, j'ai dit « OK ». Voilà 9 ans que Lise est devenue maman. 9 ans pendant lesquels elle a cherché à comprendre les raisons de son déni. Avec le recul, avec la réflexion, pour moi, un bébé, c'était quelque chose de tellement fragile et tellement difficile, on va dire, de maintenir en vie, en bonne santé, parce que mon frère a eu un cancer étant petit, à l'âge de 5 ans. Et c'est vrai que j'ai vécu beaucoup dans le fait qu'il fallait pas qu'il y ait de maladie autour de lui, pas de maladie infantile. Enfin, un rien pouvait se retrouver à ce qu'il y ait plus d'enfants. Lorsque son frère tombe malade, Lise a 3 ans. De cette histoire, elle a gardé un sentiment d'angoisse qui pèse sur la maternité. Aujourd'hui, avec sa mère, Lise revient sur cet épisode douloureux de leur vie. J'ai l'impression que tu as souffert de la maladie de Luc. C'était super difficile parce qu'ils ont 20 mois d'écart à peu près. Et quand Luc est tombé malade, je suis restée 6 semaines
au CHR de Lille avec Luc. Et ouais, c'est douloureux. Je pense que si je voulais pas forcément être mère, c'est parce que être maman, c'est l'image forcément de toi toujours stressée, de se dire on a peur pour tout, on dort pas la nuit. Et je pense que je me sentais pas capable d'être maman parce que dans ma tête, je me dis être maman, c'est un truc immense. Je voyais tellement de stress que pour moi, c'était... Ouais, ça ne donnait pas envie du tout. Son frère a été guéri de son cancer, mais cet événement a considérablement bouleversé l'équilibre familial. Il a également influencé la personnalité de Lise et sa place au sein de la fratrie. Pendant toutes ces années, j'ai dû toute une partie au départ un peu m'effacer. Enfin, alors m'effacer, c'est peut-être dur, mais dire on m'a demandé d'être gentille à ma place tout le temps où Luc, par exemple, Luc était malade. Et donc, c'est vrai qu'il fallait être gentil, calme, ne pas faire de vagues ou pas faire de colère ou être compréhensive, en fait. Et c'est vrai que du coup, je l'ai gardé longtemps en moi, toute cette partie un peu de pas dire les choses, donc quelque part, voilà. Et c'est vrai qu'en réfléchissant à cette histoire... le jour où Bastien est arrivé, ça m'a donné une autre place. Tu t'es sentie plus exister dans la famille à ce moment-là? Oui, et j'ai aussi le sentiment, c'est vrai que je m'étais jamais vraiment affirmée face à nos parents. Et c'est vrai que le fait d'être maman, ça m'a donné le fait de faire mes choix, parce que c'était aussi les choix pour moi et pour mon enfant. Et donc, du coup, effectivement, c'est des choix... ça m'a affirmée face à notre famille, ouais. En devenant mère, Lise a pu dépasser son inquiétude. Son fils lui a prouvé qu'un enfant, c'est solide et bel et bien vivant. Aujourd'hui, je me dis, moi qui voulais pas être mère, je suis tellement heureuse d'être maman que je me dis, c'était la meilleure façon pour moi d'être maman. Parce que peut-être je l'aurais jamais été, clairement. Mais je me dis que c'est pas quelque chose à vivre. C'est une façon d'être maman qui est vraiment très, très dure. Dès qu'il était là, j'ai été là pour lui, tout le temps. J'ai mis tout en œuvre pour me dire, là maintenant, il va falloir essayer d'être la meilleure mère du monde, si tant est que ce soit possible de l'être, ou en tout cas de faire tout pour qu'il soit comme tous les autres. C'est peut-être aussi un petit peu quelque part un rattrapage du début que je voulais faire. On va dire qu'il m'a presque fallu 9 ans pour ne plus culpabiliser, puisque j'ai... Ouais, presque ça quand même. Pour toi, ta maman, c'est une maman comme les autres? Oui, elle est comme les autres, ça ne change rien. Même si ça aurait été une grossesse normale, je pense que je n'aurais pas changé. Et que maman non plus. T'as la même vie que... Voilà, j'ai la même vie que tout le monde. Y a rien qui change. Je dors, je mange, je vais à l'école, je dors, je mange, je vais à l'école, je dors, je mange, je vais à l'école, je dors, je mange, je vais à l'école. Voilà. Tu sais, ce qui est dommage, c'est que je fais de... Depuis les débuts de la médecine, on observe le phénomène du déni de grossesse. Hippocrate parlait, lui, de grossesse inconsciente. À la place de faire... Le sujet est longtemps resté tabou.
La recherche est encore balbutiante, mais aujourd'hui, la science et la psychanalyse peuvent apporter quelques éclairages. On sait désormais que ce symptôme peut toucher toutes les femmes en âge de procréer. Il y a vraiment tout type de situation et de contexte socio-économique aussi. On peut aller d'une grossesse adolescente jusqu'à des femmes qui se croyaient ménopausées, des femmes qui sont célibataires dans des situations très précaires socialement, psychiquement, et des femmes qui ont un statut social et qui ont une relation de couple plutôt harmonieuse. Et puis aussi, le sens de ce symptôme peut être différent pour chacune. Je sais et je ne sais pas que je suis enceinte. Je veux cet enfant et je ne veux pas cet enfant. Pour ne pas avoir à répondre à cette question, et de façon très inconsciente, l'esprit peut avoir recours au déni. Moi, je crois beaucoup que pour presque toutes les situations, il y a un désir d'enfant. Le désir d'enfant était là d'une manière ou d'une autre, était sous-jacent, était un peu latent, était présent sans pouvoir être assumé. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui souhaitaient avoir un enfant, mais pour qui, consciemment, c'était pas le moment, et que sans ce symptôme ou sans donc cette non-prise de conscience de la grossesse, probablement, dans beaucoup de cas, l'arrivée de l'enfant ne serait pas advenue. Les femmes subissent dans notre société moderne une pression morale autour de la maternité. Pour être bien accueillie, elle doit advenir dans de bonnes conditions et au bon âge. Selon cette injonction, nous devons maîtriser notre désir d'enfant grâce au droit à l'avortement et à la contraception. Mais cette idée d'une maternité idéale n'est qu'une illusion. Alizée a 17 ans lorsqu'elle se retrouve enceinte. Elle vit dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance. Dans ce contexte et à son âge, elle sait que la menace d'un avortement plane. Mais sans même pouvoir se l'avouer, elle ressent le besoin vital d'avoir un enfant. À ce moment-là, vraiment, ma vie, elle n'était pas assez construite, assez stable et assez sérieuse pour prendre ce genre de décision. Ni la décision d'avorter, ni la décision de le garder. J'avais pas l'envie ni la force de gérer ce problème et de le régler. C'est difficile d'assumer un désir. Et surtout, pour un désir d'enfant, quand on est toute seule, ça peut être compliqué. Dénier, c'est nier une évidence, c'est mettre un voile sur une évidence. C'est savoir et ne pas savoir. En même temps, c'est ne pas vouloir savoir ce qu'on sait. Une femme peut avoir connaissance de sa grossesse et cette information peut rester lettre morte. L'esprit refoule la nouvelle. Le corps ne se transforme pas. Dans la tête, la grossesse n'a pas lieu. C'est l'histoire d'Alizée. Ma tête a pris possession de mon corps, certainement. Ou l'inverse, je sais pas. Je sais pas, mais il s'est passé quelque chose de plus fort que moi, en tout cas, c'est certain. Il y a eu quelque chose de plus fort que moi, tout simplement. Plus fort que ma conscience, plus fort que ma volonté. Mon corps n'a pas bougé. J'avais pas de ventre, je n'ai pas changé de taille de pantalon, je n'ai absolument pas changé ma garde-robe. On m'a jamais fait de remarques. Pour moi, si les autres déjà ne le voyaient pas, ça veut dire que ça n'était pas là. J'ai eu des règles irrégulières, mais elles étaient là. Je les regardais, j'étais contente qu'elles arrivent. Pour moi, ça y est, il n'y a plus de problème. À cette époque, Alizée est livrée à elle-même et souffre d'une très grande solitude. Et elle n'a personne autour d'elle pour se préoccuper de son état. En fait, j'ai eu l'impression de vivre ces mois de grossesse non avérés tout à fait normalement. Et un jour, je me suis sentie très seule.
alors que j'étais seule depuis un moment. Mais ce soir-là, je me suis sentie très très seule. Et j'ai décidé d'appeler ma sœur, en fait, avec qui j'avais encore un peu de lien, pour lui expliquer que je pouvais plus. Elle a eu peur de cet appel parce qu'elle a senti que j'étais au bord d'une limite assez dangereuse pour moi. Du coup, elle a pris l'initiative d'appeler ma maman qui est venue me chercher. Et sans vraiment me le dire, elle m'a amenée à l'hôpital. Ce soir-là, Alizée a des idées suicidaires. Mais jamais elle ne pense que son déni de grossesse puisse être à l'origine de sa détresse. Sa mère l'a conduit aux urgences. De là, les médecins la transfèrent dans un service de psychiatrie. Je ne pensais à rien, vraiment. J'étais là pour soigner ma tête et c'est tout. Et on me fait des prises de sang. Et le lendemain, j'ai 2 infirmières qui s'assoient sur mon lit et qui me disent qu'elles ont quelque chose à m'annoncer. Elles me disent, voilà, vous avez un taux de H-bêta-CG très élevé. Du haut de mes 18 ans, tout juste, sincèrement, je ne comprenais absolument rien. Donc moi, j'étais persuadée, elles avaient des mines très graves en plus, j'étais persuadée que j'allais mourir. Et elles me disent, bah, on pense que vous êtes enceinte. À ce moment-là, beaucoup de choses reviennent. En effet, et je me suis même pas dit que c'était le cas, je leur ai juste dit, c'est possible. Je vais à l'hôpital déjà en ambulance, dans un autre hôpital, dans une clinique, avec évidemment un corps de femme pas enceinte. Et la femme qui faisait l'échographie, elle me dit, vous voyez ça? Ça, c'est sa colonne vertébrale. Et donc, à partir de là, je voyais une colonne vertébrale. C'est tout. Et je me suis arrêtée là, parce que je savais que ce qui se passait autour de cette colonne vertébrale, c'était trop compliqué. Alizée a pensé que sa volonté avait le pouvoir de modifier la réalité. Mais à l'annonce de sa grossesse, la réalité va prendre corps. Le matin, je me réveille et en effet, c'était très bizarre. Je traverse le couloir pour aller au petit déjeuner et en fait, je passe devant la salle des infirmières. Et puis là, j'ai eu 2-3 infirmières qui me disent « Mais Alizée, t'as vu ton ventre ?» Et puis en effet, je regarde. Bon, j'avais pas un ventre de femme enceinte de 6 mois, évidemment. Mais en effet, j'avais un ventre de femme enceinte. C'est très perturbant. Depuis que l'histoire de l'humanité s'écrit, on évoque ces apparitions soudaines de ventre. Dans l'Évangile selon saint Luc, Marie, à qui Gabriel vient d'annoncer qu'elle est enceinte, rend visite à Élisabeth. Lorsque Marie lui fait part de ses sensations de grossesse, Élisabeth ressent en elle un bébé bouger. Le récit biblique raconte comment, depuis la nuit des temps, la parole de l'autre permet à une femme de se sentir enceinte et d'investir sa grossesse. Maintenant, on a plutôt, à la place de l'ange Gabriel, on a des techniciens, des échographes, des médecins, des pharmaciens qui peuvent aider à cette... Il y a besoin juste d'un autre, d'une annonce, que quelqu'un vienne poser des mots sur un état. Et à ce moment-là, l'ignorance de grossesse n'en est plus une. Madame, vous êtes enceinte. Et à ce moment-là, les seins et le ventre peuvent prendre leur ampleur. 2 mois après l'annonce, Alizée met au monde une petite fille, Maya. J'étais très contente. J'étais contente d'avoir réussi à accoucher déjà.
Non, mais ça peut paraître bizarre, mais ça me semblait, moi, quand j'y pensais, je me disais, mais c'est pas possible, il n'y a rien qui est réuni pour que je puisse accoucher. Enfin, on voit bien, personne ne l'attend, ce bébé. Enfin, j'étais parvenue à faire quelque chose de moi-même et quelque chose d'assez important, en fait. Donc, c'était ce bébé, quoi. Ce bébé que je vois en ce moment même qui m'avait valu toutes ces péripéties. Donc, je suis vraiment partie avec cet enfant, je suis vraiment partie de zéro. Rien n'avait été commencé, il restait vraiment tout à faire. Vraiment. Alizée s'attache immédiatement à sa fille. Mais sur cette jeune femme plane une suspicion. Sera-t-elle une bonne mère ? Après ce déni de grossesse et dans sa situation précaire, elle est sous haute surveillance des services sociaux. Alizée vit avec l'angoisse de se faire retirer sa fille. L'aide sociale à l'enfance lui envoie plusieurs courriers. J'en reçois de plus en plus, évidemment, je ne réponds pas. Donc j'en reçois encore plus. Et de plus en plus souvent. Et puis là, je me barricade, en fait, chez moi. Vraiment. Je m'enferme et je reste avec ma fille. Je reprends vie la nuit, en fait, près de ma fille, parce que je sais que la nuit, personne viendra frapper à ma porte. Alizée s'enfonce dans sa solitude. Mais quand la menace de se voir retirer sa fille se rapproche, elle contacte sa mère, qui acceptera de l'héberger un temps avec Maya. Désormais, elle n'est plus seule. Elle se reconstruit aux côtés de sa fille et devient une mère à part entière. Maya, c'était vraiment la force que j'ai pas eue à ce moment-là, en fait. Si elle n'avait pas été là, je serais pas là. C'est sûr. Et qui aurait cru? Personne n'y croyait. Personne n'y croyait à ce moment-là. Pour les autres, elle était juste un fardeau. Ce qui pouvait me gâcher la vie. Mais elle a su avant moi, en fait, qu'elle pouvait être autre chose, qu'elle pouvait être une chance. Quand moi je pleurais, elle pleurait pas. Quand j'avais peur, elle n'avait pas peur. Quand je doutais, elle ne doutait pas. Et ça, depuis ses premiers mois. Comment on peut imaginer ça d'un bébé? C'est pas possible. Et moi, j'ai vraiment senti ça chez elle. Pour Lise, comme pour Alizée, le déni leur a permis de devenir mère. Pour Lise, comme pour Alizée, l'histoire est heureuse. Mais le déni de grossesse est un symptôme grave dont l'issue peut être tragique. Dans de très rares cas, le déni conduit au néonaticide, c'est-à-dire au meurtre d'un nouveau-né dans les 24 premières heures qui suivent sa naissance. Ces histoires tragiques soulèvent toujours beaucoup de passion, d'effroi et d'incompréhension. Aujourd'hui, et pour la première fois, une femme décide de sortir de la honte et de la peur. Laetitia Fabaron prend la parole et témoigne de son crime pour que d'autres femmes, dans sa situation, soient moins seules et ne commettent pas l'irréparable. J'ai tué quelque chose en moi ce jour-là. C'était tôt le matin, il faisait encore nuit. Je me suis réveillée par des douleurs au ventre, mais des grosses douleurs. Je suis allée dans ma salle de bain et là, les douleurs se sont amplifiées. Et j'ai été obligée de m'allonger. Au moment de m'allonger, j'ai poussé un grand cri et j'ai poussé très fort. Et là, j'ai vu quelque chose sortir de moi. Et il y avait beaucoup de sang. Et j'ai
pas... Voilà, pour moi, j'ai pas compris à ce moment-là que c'était un bébé, quoi. J'ai pas... À ce moment-là, on voit pas que c'est un bébé. Pour moi, c'était une partie de moi qui s'en allait. Et j'allais mourir. Pour moi, là, je me voyais mourir, quoi. La souffrance, le sang. Il y avait beaucoup, beaucoup de sang. J'ai eu très, très peur. Très, très peur ce jour-là. J'ai eu très peur de mourir. J'ai vu ma vie défiler. Pour moi, mon esprit, il est parti, quoi, à ce moment-là. J'avais plus ma raison, en fait. J'étais plus raisonnable du tout, là. J'étais complètement ailleurs. Voilà. J'ai mis à pleurer et j'ai pas supporté. J'ai pas supporté du tout. Il fallait qu'il se taise. Je supportais pas qu'il pleure. À ce moment-là, je l'ai mis dans une serviette et je l'ai étouffé. Et c'est à ce moment-là que j'ai commis l'irréparable. Et voilà. Après, on pense même pas à ce qu'on a fait, on pense même pas au mal qu'on a fait. Là, à ce moment-là, on reste dans le déni encore un bon moment, malheureusement. C'est pas la naissance de l'enfant qui nous sort du déni. J'ai jamais vu son visage. J'ai vu que c'est un garçon, mais j'ai pas vu son visage. En médecine, l'accouchement, il fait partie des douleurs les plus intenses. Et l'anatomie de la femme fait qu'elle ne peut pas s'accoucher toute seule. Quelqu'un doit être là pour basculer le bébé vers l'arrière, pour dégager la deuxième épaule. Donc, quand une femme accouche seule au milieu de la nuit dans sa salle de bain, elle souffre de son accouchement, décuplé par la solitude et par le fait qu'elle doit arracher le bébé de ses entrailles. Et c'est une douleur décuplée. D'autant plus que c'est suivi d'une ignorance de grossesse. Donc c'est vraiment un morceau de chair qui palpite et un moment de folie qui est terrifiant. Moi, je me disais que ça ressemblait à une scène de torture où on ignore qui est le bourreau. Et c'est dans un second temps que, une fois que la réalité s'est un peu resuturée, que ça ressemble à quelque chose, que la salle de bain est propre, que les objets sont en place, que voilà, qu'elle a pu se laver, qu'à ce moment-là, la folie baisse tout doucement et que ce morceau de chair qui palpite, finalement, il palpite plus. Et puis c'est un bébé mort. Et c'est à ce moment-là que la réalité, elle lui revient en pleine face. C'est un bébé mort, il est sorti de mon ventre, donc c'est mon bébé, je suis une meurtrière. C'est un instant qui est terrifiant. Au moment du drame, sa fille de 6 ans et son petit garçon d'1 an et demi dorment dans leur chambre. Et après ce moment tragique, je vais m'occuper de mes enfants, comme tous les jours, sans rien laisser paraître. Et j'ai fait ça pendant 11 mois, 11 longs mois. Pendant ces 11 longs mois, le corps du bébé est resté près d'elle, congelé. On est un peu à ce moment-là dans un passage fou parce qu'on a ce bébé qui est là à côté de nous et en même temps on voudrait qu'il soit vivant, qu'il soit là, qu'il fasse partie de notre vie. On sait que c'est impossible, hein, mais on attend. Quand son ami qui découvre l'enfant dans le congélateur lui dit qu'il l'a découvert,
elle lui demande d'aller chez les gendarmes parce que elle est soulagée qu'une symbolisation puisse se faire. Je savais aussi que j'avais commis quelque chose de grave, que c'était puni par la loi. Et je ne pouvais pas non plus aller me dénoncer, j'y arrivais pas. J'ai eu envie 1 million de fois, hein, mais c'était impossible. En l'occurrence parce que j'étais maman et que je pensais beaucoup à mes enfants. Et aussi parce que j'avais peur, tout simplement. Honte, peur. Je pense que réellement ce qui m'a sauvée, c'est ma garde à vue. Parce que j'étais en train de me laisser mourir, hein. Complètement. Complètement. Quand les gendarmes sont venus et ils l'ont pris, ça m'a fait beaucoup de peine. C'est comme si on m'arrachait une deuxième fois une partie de moi parce que il était avec moi tout ce temps. C'était mon secret. Et le fait qu'ils le prennent, ça a vraiment été un déchirement, quoi. Comme si on m'abandonnait, comme si on prenait quelque chose de très précieux. Ouais, ça a été horrible ce jour-là. Ça a été très dur. Après sa garde à vue, Laetitia est conduite en détention provisoire. Une instruction est ouverte. Elle sait que son acte sera jugé devant une cour d'assises. Le chef d'accusation est l'infanticide. Pour sa défense, elle choisit maître Véronique Pigeon. Son avocate va avoir à cœur, tout au long du procès, de faire comprendre au plus grand nombre qu'un néonaticide ne peut être jugé au même titre qu'un infanticide, parce que la nature de ces crimes est différente. Pour la psychiatrie, le meurtre d'un bébé dans les 24 premières heures n'est pas soumis à une pulsion sadique, comme c'est le cas dans un infanticide. En clair, ces mères n'ont jamais cherché volontairement et consciemment à faire du mal à leur bébé. Oui, il faut apporter la preuve du déni parce que les gens ne le conçoivent pas. Les gens ne conçoivent pas que ça peut exister. C'est comme un mensonge. Hein, ouais. C'était comme un mensonge. En fait. On m'a traité de menteuse, hein, de toute façon. En plus, donc... oui. Mais c'était comme un mensonge. Alors, on a eu de la chance. Laetitia, il y avait dans les débats, il y avait une photo d'elle à 8 jours de l'accouchement. Ouais, je crois que c'était une semaine. Une semaine avant. On voyait strictement rien. Donc, on pouvait leur mettre sous les yeux la preuve qu'effectivement, ce bébé ne se voyait pas. De toute façon, dans cette affaire-là, il faut lutter contre l'ignorance. Hein, ouais, c'est ça le truc. Exactement. Ouais. Ça. C'est le mot, l'ignorance. Hein, l'ignorance. Lutter contre l'ignorance, parce que finalement, les gens vous jugeaient. Misan, il avait dit que c'était un Hiroshima psychique. Mais voilà, c'est un drame terrible. C'est un drame terrible. Alors, il y a une sanction parce que ça a un nom dans le code pénal, mais il y a aussi des juges qui doivent être capables d'adapter la sanction pour que ces femmes qui ont vécu ça ne soient pas stigmatisées comme elles le sont. J'ai défendu une femme qui a vécu quelque chose de terrifiant dans sa vie, qui n'a pas eu la bonne réaction, qui a accepté de répondre de ses actes, qui a accepté de tellement travailler sur tout ce que ça lui a causé comme souffrance, qui a accepté d'acquérir une conscience tellement immense de tout ça que oui, j'ai une mère infanticide, bah oui, d'accord, j'ai une mère infanticide sous les yeux, mais j'ai Laetitia qui a terminé son histoire
par rapport à ce drame-là, voilà, et qui peut continuer à vivre maintenant sans qu'on lui reproche, qu'on lui fasse du reproche. Ouais. Non mais qu'on arrête de lui reprocher ça, enfin voilà. Le 30 mai 2017, la cour d'assises de l'Isère a condamné Laetitia Fabaron à 5 ans de réclusion criminelle, dont 2 ans ferme, pour homicide volontaire. Des circonstances atténuantes ont été retenues. Le néonaticide n'est aujourd'hui pas reconnu par le Code pénal. La loi évoluera peut-être, mais dans les cours d'assises, le jugement populaire doit entendre la spécificité de ce meurtre. Moi, je m'attendais à faire 8 ans de prison, donc je pense que ouais, la justice, elle m'a écoutée. Et voilà, on a été entendus, on a fait comprendre quelque chose. Là, on a fait un grand pas, parce que il y a des femmes qui prennent 8 ans, 7 ans, et pour des affaires similaires à la mienne. Hein. Ce qui relève du déni dans notre social, c'est de penser que c'est un homicide volontaire. C'est un homicide involontaire. C'est un accident. Ça ne peut pas être volontaire. C'est impossible. C'est un moment de folie qui tombe sur une femme du fait de l'ignorance de grossesse et de la solitude, et puis de toute cette douleur. À aucun moment, je me suis dit je vais tuer ce bébé, il faut qu'il meure ou quoi que ce soit. J'ai jamais pensé une seule seconde qu'il allait mourir, ou ça n'était pas réfléchi, quoi. Je pense que si j'avais pas été seule, il y aurait eu quelqu'un pour me dire le mot tu accouches. Et rien que ce mot-là, je pense que ça fait tout de suite un séisme dans la tête d'une femme. Ça se passe tellement vite que quand il y a une personne tierce, je pense que ça évite le drame, puisque la personne est là, elle est neutre et elle est là pour dire stop, il n'y a plus de déni, là, il y a l'accouchement et là c'est un bébé, c'est une naissance et la personne elle est là pour mettre les mots. Et les mots que la maman n'a pas à ce moment-là. Et c'est ça qui est important. Toute cette détention, je me suis dit, il faut qu'il ait ton nom, puisque c'est ton enfant. Il faut qu'il ait une sépulture, parce qu'il faut qu'il repose en paix. Et après, pour que ma famille, pour que mes enfants puissent aller se recueillir aussi. Et moi aussi, que je puisse dire pardon. Et voilà, lui demander pardon, lui apporter des petits présents, lui faire des petits cadeaux. Être présente pour lui, malgré qu'il n'est plus là. Les enfants, ils comprennent. Ils le considèrent comme leur petit frère. Mais souvent, on dit que c'est comme un ange et qu'il est là pour prendre soin de maman. Et souvent, mes enfants, ils me disent ça. C'est un petit ange qui prend soin de maman. Elle s'est battue pour récupérer le corps de cet enfant. Elle l'a nommé. Ça a permis que ce morceau de chair qui palpite, puis qui est mort, il passe au rang d'humain. Cet enterrement-là le met du côté de l'humanité. C'est ça qu'elle a fait en l'enterrant. Dans le cœur de Laetitia, comme sur le registre de l'état civil, cet enfant a désormais une existence. Ce petit garçon a un prénom. Il s'appelle Liam. 6 années se sont écoulées depuis le drame. 6 années de justice. 6 années de reconstruction au prix d'un très grand travail sur elle-même.
qui lui permet, aujourd'hui, de regarder en face son histoire. Pour moi, si on vit un déni de grossesse, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est joué à un moment de notre vie, quelque chose qu'on a refoulé, quelque chose qui n'a pas été... on n'a pas posé les mots, on n'a pas su dire les choses. Derrière ce symptôme, il y aurait une souffrance ancienne qui n'aurait jamais guéri, un traumatisme dont personne n'a pu parler. Chez Laetitia, la première et grande douleur de sa vie sera la perte de son père lorsqu'elle avait 7 ans. Parler de mon papa, c'était complètement tabou. On posait des questions, mais ma maman, elle répondait vaguement. Ou alors elle disait non, enfin, je veux pas en parler maintenant. C'était une maman aussi qui cachait beaucoup ses émotions. Parce que moi, je pleurais beaucoup mon papa, mais elle pleurait pas. Je la voyais rarement pleurer. Je l'entendais pleurer la nuit, mais je la voyais pas pleurer. Après, mon papa, je l'ai beaucoup cherché parce que quand on dit à une petite fille, ton papa est décédé, voilà, la mort, on comprend pas trop. Donc j'ai beaucoup attendu qu'il revienne. Laetitia a grandi sans son père, sans son regard bienveillant et sans son amour. Dans sa vie de femme, l'écho de ce manque cruel résonne encore. Ces femmes ne sont pas dans une pathologie psychiatrique, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de leur histoire qui fait qu'elles en arrivent à ce moment-là, à ce symptôme-là. Une fille, elle peut se demander longtemps si elle a ce qu'il faut pour être aimée. Et il n'y a que le père, son père, qui peut lui dire « Oui, ma fille, tu as tout ce qu'il faut pour être aimée. Tu es ma princesse, tu es belle, tu es un trésor, et j'espère que, ce que je te souhaite, c'est qu'il y ait un homme qui te voit comme ça. » Or, dans les ignorances de grossesse, la promesse du père n'a pas été tenue. Certes, elles savent materner, mais être le trésor de leur homme, c'est quelque chose qu'elles n'ont jamais rencontré. Être le trésor d'un homme, c'est être une femme avec laquelle un homme désire faire un enfant. Une femme à laquelle un homme dit « Je veux un enfant de toi ». Voilà peut-être ce que ces femmes n'ont pas pu entendre. C'est en tout cas une nouvelle hypothèse qui éclaire avec subtilité ce mystérieux phénomène. Le désir d'enfant est bien une histoire de couple. C'est à deux que l'on décide ou non d'avoir un enfant. Mais dans certaines histoires d'amour, l'homme ne peut pas faire cette promesse. Et c'est ainsi qu'à deux, le déni de grossesse peut se jouer. C'est l'histoire de Gaëlle et de Laurent. Moi, j'ai toujours pensé avoir au moins 2-3 enfants. C'est vrai que moi, j'avais dit à Laurent que je voulais un enfant. Il me dit ouais, mais financièrement, ça va pas trop le faire. Sachant qu'il avait déjà 2 enfants. Donc après, je me dis si on se quitte juste pour un enfant, c'est un peu dommage quand même. Donc, Vous teniez plus à cette histoire qu'au fait d'avoir un enfant? Ouais, je pense que ça m'aurait fait plus de mal de tout quitter pour autre chose. Donc, Encore? Oh, c'est pas celle-là? Si, c'était celle-là. Alors celle-là, la photo, c'était en avril 2016. C'est la dernière photo où t'es enceinte et on ne le savait pas. Ouais. On voit bien déjà parce que j'ai pas le ventre rond. Non. J'ai l'impression que moi aussi j'ai fait un déni de grossesse, quoi. C'est vrai que des fois j'arrive pas à croire qu'on ait rien, qu'il se soit rien passé, qu'on n'ait rien pu voir, que
Et puis on se demande pourquoi nous, et voilà. Là, tu te rappelles? Le matin du 4 juin 2016, Gaëlle est réveillée par d'intenses douleurs au ventre et dans le dos. Ce matin-là, elle ne parvient pas à se lever. Laurent, son compagnon, est inquiet et décide d'appeler les pompiers. Peu de temps après, les secours la conduisent à l'hôpital. Aux urgences à l'hôpital, on me dit, vous allez venir avec nous dans un petit bureau à part. Et en face de moi, il y a 2 femmes, une psychologue et puis une infirmière. Et puis là, de but en blanc, donc, elle m'annonce que ma compagne vient d'accoucher. Bah là, je pleure. C'est tellement inattendu. C'est tellement inattendu. C'est quelque chose qui n'était pas prévu, qui n'était pas dans nos projets. C'est la surprise, la joie, parce que forcément c'est de la joie aussi, une naissance. Donc, Grâce à Laurent et à l'intervention des pompiers, Gaëlle a pu accoucher en sécurité à l'hôpital et elle a mis au monde un bébé en pleine forme, de plus de 3 kilos. Donc, je coupe le cordon. Et puis je prends ma compagne dans mes bras et la première chose qu'elle me demande, c'est si je vais la quitter, en fait. Parce que pour elle aussi, c'est un choc. Je lui dis, non, pourquoi je te quitterais Voilà, c'est merveilleux. Quand je suis arrivé dans la chambre, il y avait déjà une psychologue qui était là, qui nous demande si ce bébé, on veut le garder ou on veut pas le garder. Donc, deuxième choc, parce que c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'on me pose une telle question, mais pour nous, la question, c'est pas posée du tout. On a dit, oui, bien sûr qu'on garde ce petit bout de chou. Il était là, donc voilà. Il fallait, maintenant, il fallait faire face. Propulsé en quelques minutes dans son nouveau statut de père, Laurent assume son déni et prend ses responsabilités auprès de sa femme et auprès de son fils. Oh, comment il était tout petit, là? C'était un bébé sans prénom, sans vêtements, sans doudou, sans rien. L'infirmière, du coup, elle a pris un petit bracelet bleu. Elle a marqué bébé Bodenec, nom de famille, et puis elle lui a mis autour de son poignet. Un bébé que ni son père ni sa mère n'ont attendu. Mais dès sa venue au monde, ses parents ont à cœur de le reconnaître. Le reconnaître, c'est lui donner un prénom, c'est lui donner une identité, c'est l'accueillir comme n'importe quel enfant. En quelques heures, Gaëlle et Laurent choisissent un prénom pour leur fils. Leur choix est très symbolique. Ce sera Mathis, qui signifie en hébreu « don de Dieu ». Donc voilà, il avait son prénom et l'histoire pouvait commencer. Vas-y, remets-le tout seul. Oh, c'est dur. T'arrives pas? Oh, Is. Et voilà. Regarde, petite maison. Regarde. Hop, la voiture cachée dedans. Et hop. Voilà. Bah, moi, au début, ça a été dur. Moi, t'as du mal à faire le lien au début. J'ai eu du mal, hein. Papa, maman. J'y croyais pas. J'avais l'impression qu'en fait, qu'on m'avait donné Mathis comme ça dans les bras et que c'était pas moi, que voilà. Donc. Bah ouais, t'as l'impression que c'était pas le tien ou. Ouais. Bah, savoir s'occuper d'un petit bébé comme ça, bah ouais. C'était pas facile. Moi, des fois, je voulais tout claquer, partir et puis. Donc. Et puis tout me laisser. Ouais. Merci.
Et là, quand il était dans sa bassine aussi. Comme je savais qu'elle n'était pas tranquille, qu'elle n'était pas encore sûre de tous ses gestes, voilà. Donc, par exemple, le bain, on le faisait tous les deux systématiquement. Chaque fois, t'attendais que je rentre pour. Ouais, même au début, je voulais pas descendre Mathis. Non, tu voulais pas monter les escaliers, ouais, non plus, mais descendre avec lui. De peur qu'il tombe, enfin que tu tombes. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de crises d'angoisse, de pleurs. Pour ça, ça a été très dur parce que j'avais l'impression d'être rejetée en fait de la société. Je me dis, maman, c'est pas possible. Pourquoi ça arrive à moi? Pourquoi pas aux autres? Devenir mère d'une minute à l'autre, c'était un passage difficile. Je m'en suis occupé plus au début parce que je pense que c'était je pense que c'était plus dur pour elle que pour moi, quoi. Papa, maman. Caché. Il est où, Mathis? Coucou. À la sortie de la maternité, Gaël et Laurent ont accepté d'être suivis par une psychologue pendant 6 mois. Pour Gaël, comme pour Laurent, ce soutien était nécessaire. Il leur a permis de tisser les liens avec leur fils. 2 ans se sont écoulés. 2 ans qui ont permis à Gaël, Laurent et Mathis de former une famille comme les autres. Après des mois de silence, après des mois d'ignorance, après des mois à ne plus habiter son corps comme absente à soi-même, Alizée, Lise, Gaël et Laetitia ont été brutalement rattrapées par la vie. Et peu à peu, elles ont repris pied dans la réalité. Laetitia a fait le choix de vivre. Un choix rempli d'espoir. Déjà, ça a été angoissant d'avoir un autre compagnon et d'avoir des sentiments. Rien que d'avoir des sentiments, ça me faisait peur. Et cet homme-là, il n'avait pas d'enfant et il voulait absolument un bébé. Et il voulait aussi m'offrir un bébé. C'était son désir. C'était compliqué de me dire je vais avoir un enfant. On a toujours ce sentiment de culpabilité, de se dire est-ce que ça va pas être un bébé pansement, un bébé de remplacement, voilà, un bébé qui va me guérir en quelque sorte. Donc je voulais surtout pas faire un bébé pour ça. Après, je me suis écoutée, j'ai écouté mon cœur avec tout l'amour que je portais à mon homme. Et je me suis laissée aller et je me suis dit, en avant pour l'aventure.